Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver. Je suis comme toujours avec mon ami complice Amir Badran. Pour ceux qui ont raté les épisodes précédents et qui suivent ce webinaire pour la première fois, Amir est conseiller municipal à Tel Aviv, il est le chef de l'opposition municipale et il est responsable d'un parti dit arabe, le parti Radash. Voilà, Arabe juif. arabe juif, mais plutôt arabe quand même. Ouais. Bon. Et nous avons fondé ensemble avec d'autres ce groupe Shalom Salam, d'abord ici en Israël, et puis maintenant c'est depuis déjà 2 ans un groupe qui organise des webinaires sur différents sujets, avec toujours ce thème de cette préoccupation judéo-arabe et notamment le Moyen-Orient. Alors aujourd'hui, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Bernard Guetta. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Alors, Bernard et moi, on se voit souvent, puisque cette semaine, c'était un plaisir d'ailleurs. On a été inséparables pendant quelques jours. Il était en Israël. Il a rencontré pas mal de gens. Il en parlera tout à l'heure. Et on était dans cette pièce il y a 2 jours avec une vingtaine de personnes pour une Très discussion sympa intéressante, d'ailleurs, très très sympa et très sympa. intéressante, des gens Une très bonne ambiance avec d'opinions des gens. différentes, Ouais, ouais. d'opinions différentes. Et on a discuté avec Bernard donc de cette question de la solution à 2 États, du contexte international. Mais disons que le thème initial de notre soirée, euh, peut-on imposer de l'extérieur la solution à 2 États? Ce thème initial a été percuté par l'actualité et bien évidemment, on ne pouvait pas ici, parce qu'ici on est vraiment très concernés, mais en France aussi, ne pas parler de la situation de la crise en Iran, des perspectives éventuelles et des conséquences possibles, non seulement sur les Iraniens, sur l'ensemble du Moyen-Orient, mais aussi précisément ici sur le conflit israélo-palestinien. Alors pour animer ce débat, on a le plaisir d'avoir pour la deuxième fois Emmanuel Elbaz Fez, correspondante du Point en Israël. Bonsoir Emmanuel. Alors, Bonsoir. elle est à Tel Aviv, elle est à quelques kilomètres de nous. On a Anne Baer est, qui est dans le même appartement, mais dans une autre pièce. Et Anne va relayer vos questions, puisque c'est un webinaire. Donc, dans la deuxième partie, le webinaire, vous poserez des questions à Bernard Guetta et peut-être aux 2 animateurs, aux 2 journalistes, et peut-être aussi à Amir Badran, qui est un acteur de la politique israélienne. Et donc, Emmanuel Elbaz Fels et pour la première fois, Pierre Ramon de la revue Le Grand Continent, excellente revue que je pense un certain nombre d'entre vous connaissent, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'occasion de faire connaissance. Cette jeune revue qui a, je crois, déjà 20 000 abonnés et C'est bien, qui hein. est assez extraordinaire. Évidemment, on peut pas, si on se met à tout lire, on fait plus rien d'autre dans la vie, mais c'est passionnant de lire Le Grand Continent. Donc, on va commencer tout de suite à parler de la situation en Iran, de la crise. Peut-être première question à Bernard Guetta de la part de Pierre Ramon. Bonjour, merci beaucoup Michel pour cette introduction et merci beaucoup Bernard Guetta d'avoir accepté l'invitation. Merci aussi aux auditeurs du webinaire et on est ravis avec le Grand Continent d'être associés à ce webinaire et plus généralement à l'initiative portée par Shalom Salam qui me semble particulièrement, qui nous semble cruciale dans les temps dans lesquels on vit pour essayer d'identifier des solutions et surtout des chemins positifs dans les troubles géopolitiques qui, en 2026, sont déjà nombreux, alors que l'année ne fait que commencer. Et donc peut-être Bernard Guetta, pour poser une première question, parce que j'étais en charge de la partie internationale de la discussion qui portera sur la question de la solution à 2 États, et c'est une question liée aux manifestations en Iran qui ont commencé il y a 15 jours désormais, qui se sont étendues à tout le pays et qui, depuis 4 jours à peu près, enfin, depuis vendredi, font l'objet d'une répression très brutale, mais d'autant plus difficile à estimer et évaluer qu'elle se fait à huis clos, avec le régime qui a coupé Internet depuis plusieurs jours. Et ce qui rend les communications avec le pays et entre Iraniens presque impossibles, ou du moins extrêmement limitées. Dans ces circonstances, et compte tenu à la fois disons, l'importance de l'Iran dans les dynamiques régionales, et compte tenu également de vos nombreux travaux sur les printemps arabes, mais aussi sur votre disons, suivi historique de l'actualité géopolitique dans la région, et donc, quel est le regard que vous portez sur ces manifestations, leur répression, l'état du régime iranien et puis ensuite les conséquences qu'elle pourrait avoir dans la région et notamment pour ses voisins les plus immédiats et puis sur Israël et la question de la solution à 2 États.
Bon, C'est une question écoutez, vaste qu'on pourra détailler. nous le savons tous, je ne vais rien apprendre à aucun de nos auditeurs et évidemment pas à vous-même. Le bain de sang a commencé en Iran. Le bain de sang a commencé par la fermeture d'Internet qui a coupé les communications non seulement entre les manifestants, c'est le premier objectif, mais qui a coupé l'Iran du monde et qui a coupé l'Iran du monde avec l'objectif évidemment de pouvoir massacrer dans la nuit, de pouvoir massacrer dans la nuit. Beaucoup de chiffres circulent sur les bilans. J'en ai entendu de terrifiants que je ne veux pas citer parce que n'a pas la possibilité de les vérifier. Ils sont malheureusement hautement vraisemblables. Ils sont malheureusement hautement vraisemblables. Je le répète parce que tout simplement les forces de répression iraniennes tirent dans la foule à la mitraillette et qu'il y a des snipers qui visent la tête et très précisément les yeux, qui visent les yeux. Évidemment, ce sont les ordres. Ça, c'est l'horreur. D'un autre côté, je pense totalement, très profondément, que ce régime est mort. Son agonie peut être longue, son agonie, même brève, sera sanglante, c'est absolument évident, c'est tragiquement évident. Mais ce régime est mort pour la très simple raison qu'il est totalement épuisé. Il n'a plus rien à offrir à ce pays qui le rejette massivement. Nous savons tous que la grande nouveauté de ce mouvement de rejet de la théocratie est qu'il est parti du bazar, c'est-à-dire de l'endroit, enfin de la réunion des commerçants. Nous savons tous ce que c'est que le bazar en Orient, la réunion des commerçants qui avait fait tomber le Shah et qui était un des principaux soutiens du régime depuis 79. Eh bien, c'est du bazar qu'est parti ce mouvement de contestation qui s'est évidemment immédiatement amplifié, qui s'est répandu dans tout le pays. Le nombre de villes concernées par les manifestations est absolument impressionnant. Et contre ce mouvement, non seulement le régime peut, mais il va et il a déjà commencé à le faire, tirer dans la foule, il va tuer, tuer et tuer. Il arrête aussi massivement. Euh, mais après, une fois qu'on a terrorisé une population, une fois qu'on a tué, il faut pouvoir offrir quelque chose au pays. Il faut pouvoir offrir un consensus minimal. Eh bien, ce régime ne peut plus rien offrir parce que ce régime n'a plus un sou. Ce régime n'a plus un sou. Après avoir dilapidé toute la richesse de l'Iran dans les programmes nucléaires, dans le soutien à tous les relais régionaux de la révolution ou la so-called révolution iranienne, eh bien, les caisses sont vides. Ce régime n'a plus de relais régionaux, n'a plus d'alliés. Oh, si, il lui reste un allié, la Russie. Mais enfin, la Russie est bien occupée en Ukraine et la Russie n'est elle-même pas tellement riche que cela aujourd'hui. Et puis, les Iraniens ont vu ce régime qui avait dilapidé tout l'argent du pays dans la défense, dans les forces armées, dans la puissance militaire du régime, être dramatiquement, spectaculairement humilié par non seulement les bombardements israéliens puis américains, mais aussi par la force avec laquelle les Israéliens sont intervenus sur la scène politique iranienne au moment des bombardements. Eh bien, on a vu à quel point ce régime était, on a vu, les Iraniens ont vu, à quel point ce régime était faible. Alors qu'est-ce qui lui reste? Eh bien, il lui reste les balles pour tirer. Et puis un jour, ces balles seront épuisées. Il n'a pas d'argent pour en racheter beaucoup à l'étranger. Il n'a rien à offrir. Ce régime est mort. Son agonie peut être longue et son agonie, courte ou longue, sera sanglante. Alors, merci Merci Bernard. beaucoup. Avant de continuer, puisque
depuis le début, depuis quelques minutes, un certain nombre de gens sont arrivés. Il y a deux, trois personnes qui ont des problèmes techniques. Donc Mathieu Taubman, qui est le réalisateur, est en train de les régler. Il vous renvoie des liens pour que vous puissiez vous connecter. Je pense que c'est réglé. Donc je rappelle que pour ceux puisque les gens arrivent en cours de route, nous sommes donc avec Bernard Guetta, qui est un journaliste spécialiste de géopolitique très connu et qui est aujourd'hui député européen et président de l'intergroupe au Parlement européen pour la solution à deux États. Et nous parlons pour l'instant de l'Iran avec Pierre Ramon, responsable de la revue Le Grand Continent. Merci beaucoup, au député Bernard Guetta, pour cette première réponse. Euh, on a commencé à l'évoquer. Parmi les scénarios possibles, qui sont difficiles à évaluer à ce stade, il y a évidemment la question des implications d'acteurs extérieurs, notamment celle des États-Unis. Donc on sait que ça a été révélé aujourd'hui que plusieurs options ont été proposées à Donald Trump pour d'éventuelles frappes ou d'éventuelles opérations, disons, non militaires directement, mais peut-être militaires par leurs effets. Euh, Nicolas Maduro a été capturé et enlevé par les États-Unis il y a peu de temps. On semble entrer dans une ère de nouvelle ingérence extérieure des États-Unis, de sorte de nouvel impérialisme. Comment est-ce que vous caractériseriez cette disons, politique américaine qu'on voit se déployer depuis le début de l'année et vis-à-vis du Groenland, vis-à-vis du Venezuela, vis-à-vis peut-être de l'Iran? Et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer qu'elle pourrait produire comme effet sur l'Iran à ce stade et sur la région par extension? Écoutez, je constate, et nous devons le constater, que les Iraniens, massivement, je ne dis pas la totalité des Iraniens, ça je n'en sais rien, personne n'en sait rien, mais massivement, les Iraniens aspirent à ce qu'il y ait une intervention américaine contre ce régime. Ils la demandent, ils la souhaitent, on l'entend, et si nous étions Iraniens, vous et moi, je pense que nous le souhaiterions aussi, que nous le souhaiterions aussi. Alors maintenant, évidemment, ça pose à la surface du globe euh, un tout autre problème, qui est celui de l'attitude des États-Unis et de la manière dont ils se libèrent du droit international. Le président Trump vient de déclarer dans une interview au New York Times, c'était il y a 2 jours et demi, 3 jours, je ne sais plus, que la seule limite qu'il voyait à sa diplomatie, c'était tout simplement sa propre morale. Mais sa propre morale, bon, je mets des points de suspension, c'était une citation. Mais il n'y voit pas du tout de limite du droit posé par le droit international ou par le droit tout court. Alors, il y a deux choses à voir dans une possible intervention américaine en Iran, qui ne serait évidemment pas une intervention au sol, qui serait des bombardements ciblés pour affaiblir le régime. Eh bien, il y a l'aspiration à cette intervention d'un très très grand nombre d'Iraniens, aspiration encore une fois qu'on ne peut que comprendre, et d'un autre côté, une inquiétude, inquiétude est même un mot faible en vérité, une très très forte inquiétude devant la liberté totale, devant la manière dont Trump s'affranchit totalement et le revendique et l'assume du droit international. Il y a là deux choses qui sont évidemment contradictoires, mais qui sont réelles l'une et l'autre. Dans ce contexte, en quel rôle pourrait jouer également, enfin, comment pourraient se positionner les Européens qui sont, disons, impliqués sur les différents théâtres sans avoir le même niveau de capacité d'action, disons, dans la situation iranienne qui a aussi des répercussions sur la guerre en Ukraine que vous avez mentionnée et plus généralement sur les équilibres régionaux au Moyen-Orient. Je pense que les pays, les capitales européennes et l'Union européenne en tant que telle gagneraient à avoir un propos beaucoup plus clair, beaucoup plus tranchant, beaucoup plus ferme sur la situation en Iran. Nous avons jusqu'à présent, comme Européens, euh, rien de scandaleux, mais rien de bien magnifique. Vraiment rien de bien magnifique.
nous pourrions parler plus clair, plus net, parce qu'en politique, les mots comptent, surtout quand la morale euh, est aussi, la dimension morale est aussi forte. Il faut dire aujourd'hui que ce régime est en train d'assassiner massivement dans les rues de toutes les grandes villes d'Iran. D'assassiner. Il faut prononcer le mot. Ça compte, Et, ça pèserait. et justement, dans l'hypothèse, et ça rejoint une question plus générale qui va amener progressivement à la question de la solution à deux États, on a l'impression qu'on assiste en fait à une recomposition générale au Moyen-Orient depuis 2 ans et quelques mois, depuis le 7 octobre, depuis les conséquences en cascade qu'il a pu avoir, qui a notamment conduit à l'affaiblissement de ce qu'on appelle l'axe de la résistance iranien, la destruction progressive de ces différents proxys et l'affaiblissement en conséquence du régime qui conduit aujourd'hui à la situation dans laquelle on se trouve. Et donc, comment est-ce que vous décririez les grands parallèles, les grandes tendances de cette recomposition? Et en quoi est-ce que ça affecte ensuite la situation d'Israël en particulier, dont vous revenez d'une semaine de voyage, sur laquelle on va revenir ensuite avec Emmanuel Elbaz Phelps. Vous savez, les frontières du Proche-Orient sont des frontières artificielles qui ont été dessinées vraiment dessinée, au sens propre du terme, hein, par les puissances coloniales, impériales, françaises et britanniques à l'issue de la Première Guerre mondiale et de l'écroulement de l'Empire ottoman qui régnait sur cette région jusque-là. Les puissances coloniales se sont acharnées à diviser pour régner, et donc à inclure dans des frontières communes des peuples qui étaient extraordinairement différents, soit ethniquement, soit religieusement, soit même les deux. Euh, Tout ça a tenu tant que les empires coloniaux ont tenu, a tenu ensuite tant que la guerre froide a tenu parce que la région était partagée entre les deux blocs et que les deux blocs évidemment avaient intérêt à maintenir les frontières de leurs alliés régionaux. Tout ça a été maintenu ensuite d'une manière déjà beaucoup plus fragile par l'affrontement entre l'axe irano-chiite et les puissances sunnites. Et maintenant que l'axe irano-chiite, bah écoutez, n'existe plus, parce que on n'a pas déjà assisté à l'écroulement du régime iranien, mais en revanche, on a déjà assisté à son affaiblissement colossal. Il n'y a plus d'axe irano-chiite dans la région. Eh bien, on peut s'attendre. Alors certains diront craindre, d'autres diront espérer. Moi, je dirais simplement s'attendre. Je ne sais pas. Mais on peut s'attendre certainement à ce que les frontières dessinées à l'issue de la Première Guerre mondiale bougent. Et quand on regarde la situation régionale, eh bien, elles ont déjà commencé à bouger. En Irak, le Kurdistan est autonome. En vérité, il est totalement indépendant. Il est totalement indépendant. Et son indépendance de fait peut s'accentuer et s'approfondir dans les mois ou les années qui viennent. Quand on regarde la Syrie, on voit que le problème du Kurdistan se pose là-bas aussi, mais on voit aussi que la coexistence entre les diverses communautés se pose aussi. Les communautés non pas précisément chiites, mais quasiment c'est une branche du chiisme, la communauté alaouite et l'immense majorité sunnite, eh bien, ça se pose. On voit bien que les répercussions de mouvements en Irak et en Syrie auraient forcément des conséquences dans le Liban limitrophe et tellement lié à la Syrie. Et puis, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui même en Iran, on voit que, bah, écoutez, qui est à la pointe de la contestation et qui a été de tout temps à la pointe, enfin, pardonnez-moi, pas de tout temps, mais dans les dernières mobilisations, à la pointe de la contestation du régime, eh bien, ce sont les régions sunnites ou non iraniennes des frontières de l'Iran.
Et ces régions peuvent être très fortement tentées demain par des aventures centrifuges, et cela d'autant plus que le pouvoir iranien les a réprimés avec encore plus de violence que les régions proprement iraniennes et chiites. Donc on est évidemment à la veille de recomposition ou en tout cas de mouvement. Je ne sais pas ce qui se passera au bout du compte, mais on est à la veille de mouvements très profonds. Et souvenons-nous que le grand rêve de la diplomatie iranienne avant 79, avant la révolution et la confiscation de la révolution par les mollahs, avait toujours été la constitution, plutôt un rapprochement diplomatique entre ce qu'ils appelaient à Téhéran à l'époque les trois puissances non arabes de la région, c'est-à-dire l'Iran perse, l'Iran iranien, euh, la Turquie, qui n'est évidemment pas arabe, ce que beaucoup d'Européens oublient trop souvent, et Israël, qui n'est évidemment ni arabe ni musulman, en tout cas dans sa majorité, puisqu'il y a une très très forte minorité musulmane en Israël. Eh bien, je ne sais pas comment dire, enfin, cette grande vision, bonne, mauvaise, je ne veux pas me prononcer là-dessus, mais cette grande vision qui existe dans beaucoup d'esprits, eh bien, elle pourrait ressurgir demain à la faveur de la recomposition, parce que il y aura évidemment une bataille d'influence entre l'Arabie Saoudite et les Émirats. Ça a déjà commencé entre l'Arabie Saoudite et les Émirats au Yémen, et ça va se poursuivre très vraisemblablement, entre un Iran débarrassé de la dictature islamiste, une Turquie très très forte. N'oublions pas le poids économique mondial de la Turquie. La Turquie est une puissance économique mondiale et Israël, qui est un État beaucoup plus petit que la Turquie, mais qui est aussi une puissance économique et évidemment technologique de premier plan. Donc, si, ce que je crois profondément, ce régime iranien continue à s'affaiblir et finit par disparaître d'une manière ou d'une autre, il peut y avoir mille manières, et notamment il peut y avoir des réformateurs qui sortent de ce régime et qui organisent une transition à l'espagnol, comme ça s'était fait après la mort de Franco. Mais de toute manière, le changement de l'Iran va rouvrir un champ des possibles dont on n'a pas encore idée, mais qui sera formidablement large au Proche-Orient. Une dernière Merci beaucoup pour question, Pierre, sur cet aspect-là. Une dernière question et après on passera à bien sûr. l'autre partie. J'allais justement vous suggérer déjà de passer à la transition dans la mesure où après ce tableau magistral que vous avez proposé des différentes dynamiques, je pense que c'est intéressant même si on reviendra par la suite sur les dimensions internationales de cette question, d'aborder la question qui a occupé votre voyage en Israël et qui occupe vos fonctions en tant qu'eurodéputé, de la solution à deux États. Et je passe donc avec plaisir la parole à Emmanuel Elbaz Phelps, qui va vous interroger sur la question. Et je vous remercie pour ces premières réponses. Alors, Merci pour les questions. voilà, je m'immisce entre les deux journalistes juste pour rappeler à je sais pas si on dit les auditeurs, les webinaristes, Followers, en bon voilà, les français. followers, voilà, à nos amis qui regardent avec beaucoup d'attention cette soirée, que vous pouvez poser des questions. Parce que voilà, vous pouvez poser des questions. Techniquement, il y a une touche question Q et R ou Q&A, question and answers ou questions et réponses. Donc, vous pouvez poser des questions par écrit. Voilà, vous pouvez, voilà. Là, déjà, une personne a posé des questions. Vous posez les questions. Et dans la deuxième partie du webinaire, Anne-Mère les transmettra donc à Bernard Guetta et éventuellement aux journalistes qui sont présents. Voilà. Donc, n'hésitez pas à commencer à envoyer vos questions. Alors, je passe maintenant la parole à Emmanuel Elbaz Phelps, qui est journaliste, qui travaille pour une télévision israélienne, qui est correspondant du Point, et aussi qui travaille pour de nombreuses télévisions étrangères. Bref, c'est quelqu'un de très compétent et qui va prendre le relais et interroger notre ami Bernard Guetta.
Merci beaucoup, Michel. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir, Bernard Guetta. Et Bonsoir à donc, vous. merci pour en tout cas, c'était passionnant de vous entendre échanger avec Pierre Ramon et d'avoir ce tableau international. J'aimerais donc vous interroger sur votre séjour récent en Israël. Vous venez de rentrer d'Israël, sur les rencontres que vous avez faites ici et sur votre analyse de la situation actuelle, évidemment en ce qui concerne la possibilité d'avancer sur le conflit israélo-palestinien et d'arriver à trouver une solution à deux États, ce qui est vraiment au cœur aussi des interrogations de Shalom Salam. Mais j'aimerais, puisqu'on parle de la situation en Iran et que évidemment nous attachons à discuter, à commenter l'actualité, d'introduire le sujet par l'Iran, sachant que euh, peut-être préciser pour les personnes qui nous regardent que vraiment le sujet iranien est au cœur des informations en Oui, Israël, hein. bien Ça sûr. ouvre les journaux télévisés, ça fait les gros titres des journaux du matin au soir avec deux grosses questions. C'est est-ce que le régime va tomber? Est-ce que Israël doit, avec les États-Unis, intervenir pour aider à faire avancer la chose? Et la deuxième, c'est est-ce que dans ce contexte actuel, Israël doit frapper l'Iran pour neutraliser ou affaiblir son programme de missiles balistiques, une question qui existait déjà avant l'intervention américaine au Venezuela. Dans ce contexte, une des théories qui est proposée en Israël par les experts de la question, que je n'ai pas entendue ce soir encore, et j'aimerais vous demander votre avis à ce sujet, est celle de dire il pourrait y avoir un changement dans le régime plutôt qu'un changement de régime, Oui, en proposant la possibilité que le guide suprême Ali Khamenei soit poussé de côté, oui. tombe, mais peut-être remplacé par les gardiens de la révolution ou par une autre forme de régime qui ne soit pas la fin, donc, de la révolution islamique. Est-ce que, ce qui serait forcément un changement dramatique, évidemment, mais pas la fin du régime iranien et de la révolution islamique. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous envisagez aussi? Écoutez, je ne sais pas si on peut l'envisager, mais je le souhaite. Je le souhaiterais profondément. Je le souhaiterais profondément parce que, vous savez, j'étais correspondant à Moscou pendant du Monde pendant la perestroïka, pendant l'ère Gorbatchev. Et j'avais eu à l'époque une bagarre phénoménale avec ma rédaction qui m'avait amené à démissionner du Monde. Euh, et parce que ma rédaction disait, mais oui, mais enfin Gorbatchev, c'est toujours le régime communiste, et que je disais, ben non, c'est la sortie du régime communiste. Et les hommes qui ont succédé immédiatement à Franco étaient des hommes du régime fasciste, du régime franquiste. Mais ce sont des hommes qui ont permis et organisé. Et ils le désiraient, ils le voulaient, c'était leur objectif, qui ont organisé la transition de l'Espagne vers la démocratie. Bien, je souhaiterais mille fois, et je crois vraiment que tout le monde devrait souhaiter mille fois. Est-ce que ce sera possible? Ça, je ne sais pas. Mais le souhaiter certainement, une transition aussi pacifique ou aussi moins violente que possible. Alors, possible, pas possible. euh, En tout cas, ça n'a rien d'impossible, ça n'a rien d'invraisemblable, parce que il y a ce régime a éliminé déjà beaucoup d'hommes et de femmes qui avaient été des piliers de cette théocratie, qui avaient adhéré totalement et sincèrement et qui, à un moment donné, ont rompu avec elle parce qu'ils étaient ou elles étaient horrifiés par la dérive de plus en plus dictatoriale, de plus en plus violente et de plus en plus sanguinaire de ce régime. Alors regardons, écoutez, à la fin au moment où Ahmadinejad a été réélu frauduleusement, ce qui avait provoqué ce qu'on avait appelé la Révolution verte, 6 mois, quasiment 6 mois de manifestations presque ininterrompues et d'une force absolument incroyable. Eh bien,
Pourquoi ces manifestations? Parce que la réélection frauduleuse d'Ahmadinejad avait éliminé un homme qui avait été un des piliers du régime, Moussavi, et qui était devenu un démocrate, avec sa femme. Eh bien, Moussavi et sa femme, d'ailleurs, sa femme un peu moins, mais lui certainement, sont en résidence surveillée, donc depuis maintenant quasiment 15 ans. Moussavi est devenu un démocrate. Moussavi pourrait être un homme qui assure une période de transition. Et il y en a bien d'autres. Souvenons-nous de Khatami. Khatami, qui à la fin des années 90 a été tellement soutenu, mais incroyable, et réélu, alors qu'on l'avait empêché, le régime l'avait empêché de faire quoi que ce soit. Mais il avait plaidé pour une séparation de l'Église et de l'État. Alors que lui-même est un religieux. Il avait cédé pour plaidé pour cette séparation, il avait plaidé pour plus de liberté pour les femmes, une liberté que les femmes depuis ont imposée, depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Eh bien, Khatami, qui n'est pas un jeune homme, qui a plus de 80 ans, mais qui est tout à fait vigoureux, pourrait aussi, voilà, être un homme. Et il y en a bien d'autres. Et il y a l'épouse de Monsieur Moussavi. Non, il y a vraiment beaucoup de gens. Est-ce qu'ils pourront jouer la carte d'une transition pacifique? Encore une fois, je me répète, pardonnez-moi, il faut l'espérer, ce n'est malheureusement pas certain. D'accord, donc on peut aussi envisager, et je ne veux pas gâcher votre optimisme qui est très rafraîchissant dans Je ne cette suis pas région du optimiste, monde, vous et savez, pardon. on peut envisager aussi une transition qui soit celle des gardiens de la révolution, peut-être pragmatique dans le sens où ils pourraient se concentrer sur l'économie iranienne pendant un moment et moins sur le développement d'une bombe nucléaire, mais des gardiens de la révolution qui ne soient pas une transition vers un régime démocratique et libéral, qui Vous reste savez, très très ferme et vous très savez, fermé et très je vais, islamique dans leur façon de diriger l'Iran. je vais vous répondre encore une fois comme ancien correspondant euh, à Moscou pendant la perestroïka. J'entendais tout le temps dire oui, mais alors c'est le patron du KGB, ce qui était vrai, qui a mis Gorbatchev en place. Mais oui, mais bien sûr, mais le KGB était déjà très divisé entre beaucoup de courants. Il y avait dans l'entourage de Gorbatchev beaucoup d'hommes qui étaient du KGB et qui étaient devenus des libéraux, soit par réalisme, soit par adhésion à la liberté, peu importe, mais qui étaient devenus des libéraux. Et donc, aujourd'hui, il y a, y compris au sein de cette armée du régime, de cet État dans l'État, de cette puissance militaro-financière qui contrôle 60% de l'économie iranienne. 60% de l'économie iranienne, il y a beaucoup de courants. Et donc ce n'est pas, quand on dit les gardiens de la révolution pourraient prendre le relais en écartant le guide suprême, ce qui est effectivement une hypothèse. Ce qui est effectivement une hypothèse. Mais ça ne veut pas dire ce qu'il ça ne préjuge en rien des choix politiques qu'il ferait. Et d'abord, les choix politiques qu'il ferait dépendraient beaucoup des rapports de force et des évolutions sociopolitiques du régime. Euh, et je dois vous dire en toute humilité que ces évolutions, je ne sais pas les prédire et que je pense que personne ne sait les prédire. Il y aura des dynamiques très fortes, que Et pour l'instant on ne soupçonne pas. essayons d'envisager le meilleur des scénarios. Donc un régime qui tombe totalement, ses institutions aussi, un vrai changement radical en Iran, et avec un nouveau gouvernement qui décide de ne plus s'affairer à développer une bombe nucléaire et qui n'est plus vu comme une menace pour Israël. Je veux vraiment au scénario le plus Oui, oui, positif possible, d'accord, oui. utopique. Donc Israël, on arrive au point où Israël, le gouvernement israélien, ne considère plus l'Iran comme une menace existentielle. Quelle influence ou comment cela influence directement, selon votre analyse, le conflit israélo-palestinien et la possibilité d'avancer vers une solution? D'une manière très forte. Parce que le jour où dans un scénario ou l'autre, et encore une fois, on se le disait à l'instant, on ne sait pas quel sera le scénario, mais le jour où dans un scénario ou l'autre, l'État, la puissance étatique iranienne, parce que même aujourd'hui, ça reste une puissance étatique, évidemment, euh,
ne, ne menacerait plus Israël. Mais à ce moment-là, Israël n'aurait plus aucun adversaire, aucun ennemi étatique, j'entends. Évidemment, il resterait ce qui reste des frères musulmans, de beaucoup de courants politiques, de beaucoup de courants de beaucoup d'organisations terroristes, etc. Mais si on parle des États, il n'y aurait plus d'État hostile à Israël, ou en tout cas en capacité d'être hostile à Israël. Mais à ce La moment-là, Turquie? non, non, la Turquie n'est pas. La Turquie est politiquement hostile à Israël. La Turquie ne veut pas détruire Israël, même pas Erdogan. D'accord, dans ce Même, sens-là. même pas Erdogan. Politiquement très hostile, ça naturellement. Mais bon, ça va. Enfin, ça va. Bon, enfin, je veux dire, c'est pas un drame. Mais à ce moment-là, le paysage change complètement. Et à ce moment-là, les dirigeants israéliens, que ce soit l'équipe actuelle ou une nouvelle équipe, puisqu'après tout, vous allez avoir en Israël des élections, on- j'ai beaucoup entendu, je ne sais pas si c'est vrai, en vérité personne ne le sait, mais enfin, j'ai beaucoup entendu l'hypothèse qu'elle serait anticipée avant les... Peu importe. Dans l'année qui vient, vous allez avoir des élections, peut-être une nouvelle équipe, mais que ce soit l'équipe actuelle ou une équipe de remplacement, vous aurez, je veux dire, Israël aura à ce moment-là à décider de ce qu'elle fait, de ce qu'il fait dans une région où il n'y a plus d'accord de puissance étatique qui lui soit hostile. C'est une situation, en vérité, c'est déjà la situation actuelle, parce que l'Iran actuel ne peut plus être hostile à Israël, n'en a plus les moyens, quelle que soit la volonté, les rêves, la Ah, rage. au mois de novembre dernier, les États-Unis déclaraient quand même que l'Iran avait fait passer 1 milliard de dollars au Hezbollah sur l'année 2025. Oui, je sais, j'ai vu ça, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui l'Iran des mollahs, l'Iran du Quds suprême, soit en état de menacer réellement Israël comme il l'était il y a encore quelques mois ou en tout cas peu d'années. La situation a réellement changé et on pourrait s'en apercevoir très clairement et incontestablement très bientôt. Quand je dis très bientôt, ça ne veut pas forcément dire, évidemment pas, après-demain matin, mais ça veut dire dans les mois qui viennent ou dans les 2 ans qui viennent. C'est-à-dire rien du tout en temps politique. Eh bien, à ce moment-là, Israël devra repenser complètement son rapport avec les Palestiniens et son rapport avec les autres pays de la région. Vous savez, c'est un honneur pour moi, j'ai été un moment assez lié à Shimon Peres. Et un jour, je l'avais invité à dîner chez moi avec quelques amis parisiens, et il avait développé, avec un enthousiasme que vous ne pouvez pas imaginer, enfin si, vous pouvez l'imaginer, puisque vous savez euh, de quel enthousiasme il pouvait faire montre, il avait développé son grand rêve du marché commun proche-oriental. Et première étape de l'Union européenne, je vous le rappelle, enfin première étape pour ce qui est du marché commun européen. Et au bout d'un moment, un peu timidement, un peu décoiffé par son enthousiasme, je lui dis, mais enfin, monsieur le ministre, est-ce que vous n'êtes pas trop optimiste? Et là, il se tourne vers moi, surpris, et il me répond dans ce français merveilleux, avec cet accent extraordinaire, mais qu'est-ce qu'on fait avec le pessimisme? Mais qu'est-ce qu'on fait avec le pessimisme? Réponse, rien. Qu'est-ce qu'on fait avec le pessimisme? Rien du tout. Eh bien, le jour où l'Iran aura été le dernier pays à ne plus pouvoir ou à ne plus vouloir, peu importe, c'est la même chose, à ne plus être en situation de menacer Israël, eh bien, à ce moment-là, il faudra commencer forcément à repenser aux grands rêves quasiment messianiques de Shimon Peres, et il faudra commencer à repenser à la question palestinienne. Israël ne pourra pas ne pas, à ce moment-là, repenser à cette question. Alors, on l'a dit, vous venez de rentrer d'Israël, vous avez rencontré des Israéliens
qui est des Palestiniens israéliens, Beaucoup, qui oui. sont très actifs sur justement cette question de la solution à deux États et d'une société commune à Givat Raviva, qui est une rencontre annuelle. Vous-même, il y a 2 ans, avez créé le groupe au Parlement européen, l'intergroupe pour une solution à deux États. Donc Oui. peut-être d'abord vous demander pourquoi cette démarche au sein du Parlement européen, pourquoi avoir tenu à former ce groupe? Mais vous savez, euh, j'étais uniquement journaliste avant de devenir eurodéputé. Aujourd'hui, je suis eurodéputé et journaliste. Euh, et j'ai couvert, évidemment, comme journaliste, comme éditorialiste de politique internationale, les accords d'Oslo. Euh, et à l'époque, mon premier papier sur les accords d'Oslo, je l'avais titré Scepticisme interdit. Vous comprenez ce que je voulais dire par là? Je voulais dire par là, euh, ne disons pas que ça ne peut pas marcher. Il faut que ça marche. Et donc le scepticisme est interdit. Il faut que ça marche pourquoi? Parce que il y avait à l'époque quasiment, et maintenant on y est, un siècle de guerre judéo-arabe euh, sur ce qu'on appelle si étrangement la Terre sainte ou la Terre promise. Euh, et on ne peut pas aujourd'hui, et on ne pouvait déjà pas au moment des accords d'Oslo, envisager d'entrer dans un deuxième siècle de guerre judéo-arabe sur cette terre. Il faut trouver le compromis. Il faut trouver la coexistence. Il faut sortir de la fatalité des guerres à répétition tous les 8, 12 ans, qui ne mènent à rien, qui ne mènent à rien, si ce n'est à l'accumulation des morts, des estropiés, des blessés, des traumatisés, physiquement ou psychologiquement, ou les deux à la fois le plus souvent. Donc, il fallait déjà au moment des accords d'Oslo, mais les accords d'Oslo, on peut le dire maintenant parce qu'on l'a bien vu, c'était trop tôt, c'était une démarche d'idéaliste, et finalement ça ne pouvait pas marcher parce que il n'y avait pas le climat international qui permette que ça marche, et parce que il n'y avait pas encore eh bien, une évolution régionale qui permette que ça marche, et une confiance réciproque. Une confiance réciproque qui était affirmée par les négociateurs d'Oslo, mais qui en vérité n'était pas réelle, ni du côté palestinien, ni du côté israélien. Aujourd'hui, les choses ont considérablement évolué. Les choses ont considérablement évolué. Pourquoi? C'est ce que j'ai essayé de dire dans mon intervention à Givat Aviva. Je leur ai dit, mais écoutez, euh, aujourd'hui, à l'ouest, dans les pays occidentaux, les Palestiniens ne sont plus considérés comme inexistants ou terroristes, ce qui avait été le cas depuis la création d'Israël. Aujourd'hui, les Israéliens ne sont plus considérés comme ayant raison parce qu'ils sont les descendants ou les derniers témoins, suivant les générations, de l'Holocauste et de 2000 ans de persécution en Europe. Aujourd'hui, les Américains veulent se retirer du Proche-Orient, mais se retirer en gardant des positions, naturellement. Et donc, ils veulent qu'il y ait une stabilisation du Proche-Orient. Et donc, qu'il y ait un accord de paix réel, durable au Proche-Orient. Les Européens le veulent aussi parce qu'ils regardent à l'ouest la Chine, à l'extrême-orient, pardon, à l'ouest les États-Unis, à l'extrême-orient la Chine. Ils savent que le seul moyen pour nous, Européens, de nous en sortir, c'est de nous rapprocher de l'Afrique et du Proche-Orient pour constituer le troisième bloc, la troisième force du XXIe siècle. Et puis, il y a les monarchies du Golfe, si puissantes, si riches, qui veulent une stabilisation régionale pour sortir de leur dépendance au pétrole et de leur archaïsme, qui veulent entrer dans la modernité. Il y a les autres pays arabes, la Jordanie, l'Égypte,
la Syrie tellement fragilisée, on ne sait pas s'il restera une Syrie. On en parlait tout à l'heure. Mais enfin, quand même, qui veulent aussi une stabilisation parce qu'ils veulent survivre. Et donc, il y a un climat international qui est complètement différent de celui qu'on avait connu entre la création d'Israël et ces toutes dernières années. En vérité, ces toutes dernières années, j'exagère. En vérité, depuis le début du XXIe siècle, depuis le début des années 2000. Mais ce n'était pas encore aussi perceptible, aussi évident qu'aujourd'hui. J'aimerais Je vous vois, vous mener sur. voulez, pardon, je suis trop Oui, long. parce que non, parce que j'aimerais vraiment vous mener sur vos impressions avec lesquelles vous êtes rentré après cette intervention à Givat Raviva, et notamment sur le concept que vous avez évoqué de confiance réciproque. Vous avez dit qu'une Oui, une des raisons, une des choses qui était nécessaire pour avancer vers une solution durable, vous remarquez que j'ai du mal à employer le mot paix. oui, Et c'est parce que je vis en Israël oui, je depuis vous 25 comprends. ans, sans évidemment en la souhaitant, mais en comprenant que c'est un mot qui est dans le langage, dans le verbatim israélien, qui est très compliqué à employer, qui n'est pas pris Oui. au sérieux. Est-ce que vous vous êtes aussi rendu compte de la même chose? Et quand vous parlez de confiance réciproque, est-ce qu'on n'est pas dans un état qui est bien pire que celui qu'on a connu avant le 7 octobre et après 2 ans de Si, guerre à Gaza, très très bien difficile? sûr, vous avez malheureusement raison. Vous avez malheureusement raison. Moi, j'ai été très frappé euh, quand j'ai rencontré beaucoup d'amis, mais aussi essentiellement d'amis, qui appartiennent, bon, naturellement au camp, je dirais, de la raison, et donc au camp de la paix. Et à l'exception d'un ou deux, oh, peut-être trois ou quatre, j'en sais rien. Mais tous ces hommes et ces femmes me disaient, mais écoute Bernard, oui, bien sûr, un jour, peut-être, éventuellement, on ne sait pas quand, mais dans très longtemps, deux États. Mais aujourd'hui, c'est totalement impossible. C'est totalement impossible pour une raison émotionnelle qui pèse évidemment formidablement aujourd'hui dans la constitution de l'opinion publique israélienne, qui est le traumatisme du 7 octobre. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à des gens qui ont fait ça? Ça n'est pas possible. Ça, je l'ai entendu dans la bouche de gens qui, il y a encore, qui avant le 7 octobre, étaient des partisans militants de la solution à deux États. Alors ne parlons pas des autres, évidemment ne parlons pas des autres. Et puis il y a autre chose que j'ai entendu constamment. Mais enfin Bernard, t'es très gentil, t'es très sympa, on t'aime beaucoup, tout ce que tu veux, etc. Vous les Européens, idéalistes bellants, humanistes et patati patata. Mais écoutez, vous les Européens, nous nous sommes retirés du sud Liban et nous avons eu le Hezbollah. Nous nous sommes retirés de Gaza et nous avons eu le 7 octobre. Et vous voulez que nous fassions un État palestinien? No way. J'ai entendu ça constamment. Mais pas à Givat Raviva. Ce ne sont pas les propos des gens que vous avez rencontrés là-bas. Non, c'est pas ce que j'ai entendu à Givat Haviva, mais Alors, Givat parlez-nous, Haviva s'il vous est plaît, de une justement. bulle. Givat Haviva. Alors, Mais c'est une bulle qui essaye de faire avancer les choses. Donc peut-être nous dire quelques attendez, mots pardon. justement sur ces gens Alors qui non, essayent de pardon. proposer une Là, solution. je suis pas d'accord avec vous. Enfin, non, non, en vérité, je suis On d'accord parle avec de vous. Givat Mais, Aviva. mais, oui, Moi, c'est bon, quand je l'ai fait. On parle de Givat Aviva tout à l'heure. Juste expliquer que Givat oui, Aviva, il faut le c'est, faire, oui. voilà, expliquer parce que tout le monde ne sait pas. C'est le Centre pour une société partagée. C'est un kibbutz qui existe depuis 1949 et qui abrite une école internationalement reconnue dans laquelle il y a 30% d'élèves juifs, 30% d'élèves arabes, palestiniens, israéliens ou d'autres pays, mais principalement israéliens, et 30% d'élèves étrangers. Dans ce centre, qui est un laboratoire de la coexistence entre juifs et palestiniens, on dit arabes ou palestiniens d'Israël, hein, de ce centre accueille chaque année entre 3 et 10 000 jeunes. Bon, il y a 300 élèves permanents, mais aussi pour des activités ponctuelles, des stages artistiques, des débats, des conférences, des colloques. Donc Bernard a été immergé pendant 2 jours dans ce lieu. Et ce qui est intéressant, je crois quand même, c'est que même si aujourd'hui la solution à deux États, la plupart des gens, y compris des gens de gauche, israéliens, juifs israéliens, parce que ce n'est pas le cas des Arabes, n'y croient pas, n'y croient plus ou sont Non, 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 à sceptiques. gauche, si on parle de la gauche qui est à gauche en Israël, ça reste encore majoritaire dans les sondages, hein.
Oui. Mais disons que beaucoup de gens sont sceptiques, ne voient pas les choses. Voilà. Mais il faut dire aussi que depuis le cessez-le-feu, les choses commencent à évoluer, on commence à rediscuter un peu. Mais Oui. par contre, ce qui est positif, et c'est un point d'appui, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons fondé Shalom Salam, c'est la coexistence entre juifs et arabes palestiniens dans le même pays à l'intérieur d'Israël. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui t'a marqué de voir aussi les politiques de gauche qui étaient là, du Parti des démocrates, et les dirigeants politiques arabes qui entretiennent des liens très, très Alors, chaleureux. Et cordiaux. je vais vous... pardon. Et juste pour finir, excusez-moi pour Non, compléter non, au le contraire. propos de Michel, juste si je ne me trompe pas, il me semble que le président Herzog aussi a eu une allocation Oui, à l'occasion de oui, cette oui. conférence annuelle qui a aussi une certaine portée. Bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, il est quand même frappant que dans un lieu consacré depuis tant d'années et avec tant de succès, et avec tant de succès, au dialogue, et je dirais même à la fraternisation judéo-arabe en Israël, à la fraternisation, eh bien, le chef de l'État soit arrivé en disant, en faisant une autocritique, en disant, nous ne faisons pas assez pour le bien-être de la minorité, non pardon, de nos concitoyens arabes en Israël, euh, et nous devons faire plus, et je m'engage à faire tout ce que je pourrais, tout ce qui est en mon pouvoir. On sait qu'un président a peu de pouvoir en Israël, mais enfin quand même, il a un pouvoir moral en tout cas, tout ce qui est en mon pouvoir pour que les choses s'améliorent. Et alors, ce qui m'a frappé dans cette rencontre, je vous parlais de ce qui m'avait frappé dans mes discussions en dehors de Givat Aviva, ce refus, ce refus qui n'est pas un refus idéologique, qui n'est pas un refus militant, mais qui est un refus désespéré. On ne peut plus y croire à la solution à deux États. Bon, à Givat Aviva, ce qui m'a frappé, allez, j'y vais en vrac. C'est premièrement que j'ai vu des dirigeants du Parti démocrate, l'ancien parti travailliste, allié à d'autres courants politiques, etc. Bon, enfin bref, le Le grand parti parti, travailliste allié au parti du voilà, bon, Meretz. Donc les le deux grand partis parti de gauche qui sont progressiste venus à un israélien. parti. Bon, le Parti démocrate, ne pas hésiter, sous l'œil des journalistes israéliens présents et les flashs des photographes et les caméras de télévision, à huguer, comme on dit en bon français, enfin à prendre dans leurs bras des dirigeants des partis arabes israéliens à manifester une fraternité. C'est pas mal, c'est important, parce que ces hommes se présentent aux élections dans quelques mois, on ne sait pas très bien quand, mais enfin dans quelques mois, ben, ils n'ont pas hésité à se montrer amis et frères de dirigeants des partis arabes israéliens. Deuxièmement, je ne vais pas me faire des amis, mais je le dis. J'ai trouvé que les dirigeants, tous ceux que j'ai entendus là, j'avais une traduction simultanée en anglais dans l'oreille, mais surtout la gestuelle, le body language, la force du propos, euh, tous ces dirigeants des partis arabes étaient excellents, et pardon, bien meilleurs que les dirigeants des partis juifs. Vraiment. Alors, C'est- juste pour préciser, pour ceux qui connaissent, du côté arabe, il y avait Mansour Abbas, il y avait Ahmad Tibi et il y avait Ayman Oudeh. Et du C'était des côté tribuns, juif, il y avait c'est un Yair Français qui va Golan, vous parler, Gilad c'était des Sharid et tribuns de Naaman la Ezzat. Troisième République. C'était des tribuns de la Troisième République, de vrais orateurs, avec une force de conviction, alors que les autres, ils étaient sympas, ils étaient bien. Oh là là, vraiment, je contresignais tout ce qu'ils disaient, mais c'était pas ça. C'était pas ça. Et donc, ces dirigeants arabes israéliens, eh bien, ils incarnaient là une évolution en Israël même, très profonde, qui est le fait que, arabes ou juifs, il y a aujourd'hui une moitié du pays qui est laïque, moderne, pacifiste, pacifique, certainement, et en vérité partisan d'un règlement qu'on n'appelle pas la solution à deux États, mais comme il n'y a pas d'autre règlement possible que la solution à deux États, qu'on appelle en sous-entendu solution à deux États. C'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose
que je me suis dite dans cette réunion, c'est que les Israéliens, arabes ou juifs, ne s'en rendent pas compte. Mais je suis profondément convaincu que vous en êtes exactement au point où nous en étions, nous, Européens, à la fin des années 40 ou au tout début des années 50, quand nous nous sommes dit, quand nous avons commencé à nous dire, maintenant, ça suffit. Ça suffit. On ne veut plus de guerre. Et on veut trouver les moyens de bâtir autre chose, de bâtir la paix, et de bâtir une paix durable. Et on a inventé, oh là là, le charbon et l'acier, on a inventé le traité de Rome, et on a inventé petit à petit, oui, le marché commun bien entendu, le marché unique ensuite, la monnaie commune, maintenant c'est le début, grâce, si j'ose dire, à Trump et à Poutine, d'une défense commune, etc. Eh bien, finalement, j'ai vu s'ébaucher le rêve qui m'avait fait un peu sourire pendant ce dîner auquel je faisais allusion tout à l'heure, de Shimon Peres. Et je me suis dit que finalement, vous ne le savez pas, mais vous en êtes au point où nous en étions au début des années 50 en Europe. Parce que, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de chercher un règlement. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de chercher un règlement. Et au début des années 50, je vous assure que dire aux Français, oh, il faut non seulement se réconcilier avec l'Allemagne, mais former une union avec l'Allemagne, ça va pas la tête, mais ça va pas la tête. Vous vous souvenez pas? L'occupation, les dépenses, enfin, tout, etc. Eh bien, on l'a fait. On l'a fait parce qu'il fallait le faire. Parce que la rationalité, l'intelligence, l'imposer et l'imposer contre l'émotion. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est en train de se passer et ça va être précipité par le lent ou rapide, j'en sais rien, effondrement du régime iranien. Ou Et par Donald Trump. Mais Donald Trump ne sera qu'un élément de cet effondrement. Peut-être très important, peut-être pas si important que ça. J'en sais rien. Et nobody knows. Et Non, non, nobody knows. qui va imposer une solution politique aux Israéliens et aux Ah, pardon. Palestiniens, notamment via la reconstruction de Gaza et la poursuite de son plan de paix pour Gaza. Pardon, je ne vous avais pas comprise, mais vous avez 1000 fois raison et je vous rejoins totalement. C'est ce que j'ai dit à beaucoup d'interlocuteurs. Je leur ai dit, mais vous sous-estimez complètement ce qui va se passer à Gaza. Parce que Gaza, de facto, si Bibi Netanyahou n'arrive pas à torpiller l'histoire du protectorat international sur Gaza, parce qu'on fait, c'est ça dont il s'agit, d'un protectorat international sur Gaza, eh bien, si il y a ce protectorat, et il y aura, je pense qu'il y aura, peut-être même avec les Turcs au grand désespoir, et je le comprends d'ailleurs, des Israéliens et de Netanyahou, euh, s'il y a ce protectorat, mais ce protectorat va protéger quoi, si ce n'est un État palestinien embryonnaire? Parce que on va s'apercevoir que comme le protectorat français sur le Maroc ou la Tunisie, ça protégeait un État marocain et un État tunisien. Et donc, on va voir finalement se mettre en place une administration palestinienne sous ce protectorat, qui va être composée principalement de ces très brillants fonctionnaires internationaux palestiniens qui peuplent la Banque mondiale, le FMI et tant d'organisations internationales aujourd'hui, qui ont des capacités qui sont généralement vraiment très compétents, pour ne pas dire éblouissants, parce que vraiment il y a des gens de très grande qualité et qui vont arriver et qui vont. Bon, ça va être très difficile, ça va être compliqué. Je ne me fais aucune illusion là-dessus. Bien entendu que ça va être effroyablement compliqué, mais qui vont construire le premier morceau d'un État palestinien. Et ensuite, personne ne pourra plus revenir sur cette réalité.
Vous voyez à quel point tout change en ce moment sans qu'on s'en aperçoive réellement. Sans qu'on s'en aperçoive réellement. Et tout change parce que c'est le paradoxe de la situation. La rationalité l'emporte sur l'irrationalité, excusez-moi, à l'étranger, alors qu'en Israël et en Palestine, parce que c'est les deux populations, l'émotion, le ressentiment, pour ne pas dire la haine, sont aujourd'hui tellement forts que c'est l'irrationalité qui domine. Mais la rationalité est très forte à l'étranger et elle est fondée sur des intérêts d'État très puissants. Et je crois que tout cela va l'emporter dans les, comprenez-moi bien, dans les pires difficultés, pas comme ça, certainement pas, dans les pires difficultés, lentement, avec des à-coups, des retours en arrière, tout ce que vous voulez, mais fondamentalement qu'une direction nouvelle est prise. Et c'est très bien. Et c'est formidable. Un de mes interlocuteurs me faisait remarquer vendredi matin, mais écoutez, euh, la paix avec l'Égypte tient, ça ne veut pas dire qu'on s'aime, mais la paix avec l'Égypte tient. Et elle tient parce que les deux États y ont un intérêt fondamental. Alors on peut ne pas s'aimer du tout, on peut se haïr par moments, mais on continue. Et maintenant, vous allez signer, ou vous l'avez déjà signé, je ne sais plus d'ailleurs, un accord sur l'exploitation d'une poche gazière avec l'Égypte. Ben, moi, ça, quand j'ai entendu ça, ou je l'ai lu, je ne sais plus, enfin, qu'importe, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh putain, la CECA, l'accord sur le charbon et l'acier. L'accord sur le charbon et l'acier. Là, c'est l'accord sur le gaz. Et c'est Bernard, Oui, sans alors évoquer non plus tout ce qui est l'IMEC et donc des projets beaucoup plus larges de Hmm. coopération Vous avez raison. régionale, Vous avez tout à fait exactement sur ces raison. mêmes principes. Je Bien vois que sûr. Pierre Ramon voilà, aimerait oui, vous alors, poser Pierre quelques questions. Ramon, et après Amir, et après on passera la parole aux auditeurs. Exactement. Merci beaucoup. Je trouvais ces différents points tout à fait passionnants et j'aimerais un tout petit peu peut-être revenir sur le parallèle que vous faites avec la situation en Europe après enfin, au début des années 50 parce que et notamment dans le rôle que les États-Unis pourraient y jouer parce que euh, disons que les États-Unis ont quand même accompagné la transformation de l'État allemand et de l'État japonais au sortir de la Seconde Guerre mondiale par un investissement C'est vrai. bureaucratique, financier, euh, disons, sur tous les plans de la formation, disons, très important et qui a porté ses fruits dans la transformation radicale de ces deux États. Or, dans la politique américaine telle qu'elle est présentée par Donald Trump depuis son mandat, c'est pas tant la construction d'États nouveaux qu'il tente de favoriser, mais plutôt la captation très direct, voire personnel, voire clanique, on pourrait dire, Oui. de Mhm. territoire pour l'intérêt de lui-même, ses proches. Donc il dit que il gère le Venezuela, que ça sera très intéressant pour ses intérêts. Le Groenland, ça pourrait avoir des retombées très bonnes pour lui-même. Et il veut prendre le prix Nobel de la paix à la prix Nobel de la paix, voire c'est même sur le point d'arriver la semaine prochaine si ça se trouve. Et de même pour Gaza, on pourrait imaginer plutôt une sorte de projet immobilier disons, géré par son gendre ou par disons, des gens de sa famille qui iraient à des profits directs, plutôt que la construction d'un proto-État. Donc, est-ce que vous pensez qu'à l'ère disons, de Donald Trump 2.0, on peut imaginer des constructions d'États pérennes supervisées par l'administration américaine? C'est ça le point. Mais je vais vous dire, il est évident que Trump, son gendre, son entourage, sa petite mafia, disons les mots, ne pense qu'à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire aux intérêts financiers qu'il pourrait tirer d'un développement d'une Riviera gazaoui. Bon, il pense ça. Très bien, enfin, ou plutôt très mal d'ailleurs. Bon, enfin, c'est un fait, c'est une réalité. Mais bien au-delà de cela, je, je, je vois autre chose. Et je vais me répéter pour insister là-dessus. Je vois un protectorat international avec des pays européens, pas seulement les États-Unis, qui va se mettre en place, espérons-le, parce que moi je l'espère,
sur Gaza, pour reconstruire Gaza, peut-être, sans doute, pour le plus grand profit de M. Trump et de sa, je sais pas comment il faut dire, de sa famille, au sens italien ou sicilien du terme, de sa famille, mais avec une retombée politique dont il se contrefiche, mais dont nous ne devons pas nous contrefoutre, parce qu'elle est fondamentale. Si c'est un protectorat international qui reconstruit Gaza, ce protectorat aura protégé et reconstruit un morceau fondamental, essentiel d'un État palestinien. Et ça aurait créé une situation complètement nouvelle. Complètement nouvelle. Et pourquoi est-ce que M. Netanyahou n'est pas du tout enthousiaste avec ce protectorat et est encore moins enthousiaste avec la composition non seulement turque mais européenne de ce protectorat? Et c'est parce qu'il comprend très très bien la dynamique qu'il y a là. Et cette dynamique, nous devons la voir, nous en féliciter, nous moquer, bien que ce soit totalement immoral, mais nous moquer des ambitions patrimoniales de la famille Trump et voir la dynamique politique que cela porte. Alors justement, Amir? je voulais enchaîner là-dessus. Euh, Bernard, on sait que vous avez visité plusieurs fois ici en Israël, plus spécifiquement à Tel Aviv-Jaffa, et vous êtes aussi en même temps dans le Parlement européen. Et moi, je me demande, au long de ces 2 années de guerre, comment est-ce que vous avez vu ce changement de position du côté de la minorité arabe palestinienne ici en Israël et la société israélienne juive et par rapport à cette guerre-là et qu'est-ce que vous en déduisez de cette position ici en Israël concernant ne pas vouloir, concernant ce gouvernement qui ne veut pas faire la paix, Non, qui ne cherche pas à faire la paix, non. et la pression qu'il y a des pays européens. Est-ce que vous voyez qu'il y a des choses qui ont changé pendant ces 2 ans-là? Oui, Amir, beaucoup de Et, et choses ont changé. Oui, juste beaucoup. alors, comme tout le monde, il y a un certain nombre de gens qui ont compris le webinaire en cours de route. Amir Badran est un des animateurs de Shalom Salam, un des fondateurs. Il est aussi engagé politiquement, élu municipal à Tel Aviv-Jaffa et chef de l'opposition municipale de gauche et arabe, en fait, dans un parti de gauche dit arabe, mais dans lequel il y a aussi des juifs. Voilà. Attends. Écoutez, les choses ont considérablement évolué. J'ai raconté ça à Givat Aviva dans l'intervention que j'ai faite. 2 mois après le début des bombardements à Gaza, dans mon groupe politique du Parlement européen, le groupe centriste, le groupe Renew Europe, j'avais plaidé totalement en vain, pour que le Parlement européen prenne position contre la poursuite des bombardements, en disant que ce n'était pas possible. Et les gens dans mon groupe étaient très très mal à l'aise vis-à-vis de ces bombardements, mais condamner Israël, impossible. Alors j'ai insisté, vraiment fait le gaspiller, quoi. Et, euh, et au bout d'un moment, un de mes collègues allemands, un jeune homme pourtant, même pas 35 ans, a éclaté en sanglots. Mais a littéralement éclaté en sanglots. En disant, mais Bernard, tu ne peux pas comprendre. Je suis allemand. Jamais je ne pourrais condamner Israël. Jamais je ne pourrais condamner Israël. Et je comprenais très bien sa réaction. J'avais envie à la fois, je l'ai dit à Givat Aviva, j'avais envie à la fois de le cogner et de l'embrasser. De le cogner tellement il était stupide et de l'embrasser tellement il était noble. Parce que sa réaction était noble. Aussi stupide que noble. Ben, 2 ans après, la situation n'est plus du tout la même au Parlement européen. Il y a un regard nouveau
il y a une compréhension du fait qu'il y a aujourd'hui, comme il y avait et comme il y a toujours chez les Palestiniens, un courant Hamas, un courant nationaliste et détestable, et bien qu'il y a en Israël, malheureusement au pouvoir aujourd'hui, un courant absolument détestable. Nationaliste, c'est peu dire. Nationaliste, c'est peu dire. Absolument détestable. Et donc, il y a une évolution du regard. Euh, alors, en même temps, vous avez une polarisation dans toute l'Europe et que l'on sent très bien au Parlement. Il y a une extrême droite qui soutient, même pas Israël, qui soutient Netanyahou. Pourquoi? Parce qu'il y a une solidarité idéologique entre extrême droite, pour commencer, et surtout profondément, parce qu'il déteste encore plus les musulmans qu'il ne déteste les juifs. Parce qu'il déteste encore plus les musulmans qu'il ne déteste les juifs. Ça ne veut pas dire qu'il ne déteste pas les juifs, par parenthèse. Bon, mais c'est comme ça. Et puis, à l'extrême gauche, vous avez des gens, certains le disent, mais peu, euh, qu'ils considèrent que le Hamas est un mouvement légitime de libération nationale. Et puis vous avez tout le reste du Parlement, la droite, les socialistes, les centristes auxquels j'appartiens, les Verts, eh bien, qui arrivent à une position beaucoup plus nuancée, beaucoup plus subtile, je dirais tout simplement beaucoup plus intelligente, tout simplement beaucoup plus intelligente. Et il y a 2 ans, quand j'ai commencé à prôner la création au Parlement d'un intergroupe pour la solution à 2 États, mais écoutez, je me heurtais non pas du tout à une hostilité. Mais enfin, Bernard, tu n'y penses pas, c'est complètement dépassé, ça n'existe plus, hélas, c'est fichu, ça aurait été très bien, mais ça va. Ben maintenant, c'est plus du tout ça. Ce n'est plus du tout ça. Il y a de nouveau, il y a un retour en force dans les capitales européennes comme au Parlement européen. Non pas d'ailleurs de l'idée, mais de l'absolue nécessité d'une solution à 2 États. Ça ne veut pas dire que c'est pour demain. Je te l'apprends pas. Je te l'apprends pas, évidemment pas. Évidemment que c'est pas pour demain. Mais, Hélas, euh, ouais. mais quand on ouvre un chemin, et puis vous savez, j'ai tellement vu la fin du communisme en Europe. J'ai tellement encore dans l'oreille le nombre de gens qui me disaient, mais enfin, les dissidents, ah oui, ils sont très sympathiques, mais ça compte pas, vous savez, les gens là, vous deux là, hein, avec Shalom Salam, là. Oh, ils sont De là. très très sympathiques, mais ça compte pas du tout, Ça, mais on ne ça compte savait pas du tout. Eh ben, les dissidents, ils ont changé le monde. Eh ben, vous allez changer le monde. Vous allez changer le monde. Eh ben, on l'espère. J'en suis totalement persuadé. Et vous allez changer le monde. Non pas tant parce que vous êtes des génies, ce que vous êtes par ailleurs, naturellement, mais non pas tant parce que vous êtes des génies, mais tout simplement parce qu'il y a une évolution des choses qui a permis hier la fin du communisme et qui permettra demain la réouverture, oh là là, longue, chaoteuse, oh là là, mon Dieu, ça sera très chaotique, pardon, pas chaoteuse, excusez-moi. Euh, mais, mais quand même, une marche, une nouvelle marche vers la quête d'un règlement et qui passera par la coexistence de 2 États qui, un jour, forcément, euh, s'uniront dans non pas dans une fédération, mais dans une confédération. Bernard, Merci. je constate que 70 personnes, depuis plus d'une heure, nous suivent avec beaucoup d'attention, puisque parfois dans les webinaires, les gens commencent à décrocher. Et un certain nombre d'entre eux ont posé des questions. Donc Anne va relayer ces questions. Très Je bien. donne la parole à Anne Baird, qui est une de nos amies de Tel Aviv et une des animatrices aussi de Shalom Salam. À qui on doit dire un grand, grand, grand merci parce que on est chez elle et c'est super. Et on était déjà chez elle avec Bernard et 25 personnes vendredi matin. Voilà. Alors, Alors, bienvenue à tous, virtuellement et physiquement. Merci de passer la parole à notre audience qui, effectivement, a commencé à bombarder 2 questions. On va peut-être commencer par l'Iran. Je sais que je vous fais un peu revenir en arrière dans le déroulé de la soirée, puis aborder Israël avec votre retour, Bernard, de voyage et puis les perspectives de changement aussi en Israël et d'élections à venir. Donc sur l'Iran,
Martine Cohen, d'emblée, nous demande de ne pas enterrer trop vite le régime des Mollahs. Et Paolo Flores Darque, que vous connaissez peut-être, intime l'euro-député que vous êtes à prendre position. Est-ce que le Parlement européen ne pourrait pas intervenir pour, en fait, demander au régime iranien de cesser la répression? Et si ce n'était pas le cas, de demander au gouvernement et de saisir les gouvernements européens pour bombarder les casernes des Pasdaran et les résidences des ayatollahs. Que fait-on en termes de droit international? Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas? Qu'en pense l'eurodéputé? L'eurodéputé, il en pense la chose suivante. Premièrement, pour bombarder les sites les casernes des Pasdaran et d'autres bâtiments du régime, il faut avoir des moyens communs. Certains des États membres de l'Union européenne auraient ces moyens, oui, enfin bon, difficilement, mais auraient ces moyens. L'Union européenne en tant que telle ne les a pas. Premier point. Deuxième point, pour que ça se fasse au nom de l'Union européenne, il faut qu'il y ait, si ce n'est une unanimité complète, en tout cas une majorité assez solide pour que ce soit véritablement une action de l'Union européenne. Aujourd'hui, je ne la vois pas. Beaucoup de pays seraient prêts à le faire, beaucoup d'autres, enfin certains autres en tout cas, ne le seraient pas. Et puis, troisièmement, arrêtons de sommer l'Union européenne d'être ce qu'elle n'est pas encore. L'Union européenne, et je suis le premier à le déplorer, évidemment, je l'ai toujours déploré, euh, a été constituée après l'échec de la communauté européenne de défense au début des années 50, a été constituée comme un marché commun et non pas comme une puissance politique et encore moins militaire. Elle est en train de le devenir depuis quelques années à cause de Trump et à cause de Poutine. Véritablement à cause des deux. Mais ça date d'hier matin. Ça date d'hier matin. Nous n'y sommes pas encore et nous n'y arriverons pas demain matin parce que la constitution d'une défense commune, malheureusement, cela demande, euh, pour devenir une réalité, 4-5 ans et pour devenir une vraie force, 10 ans. On n'y est pas. On n'y sera pas demain matin. Et puis, quatrième point, l'évolution de la situation en Iran dépend essentiellement de ce qui va se passer sur la scène intérieure iranienne, beaucoup plus que d'éventuelles frappes américaines ou que de très éventuelles frappes européennes. Ce qui va se passer en Iran, c'est essentiellement euh, à quel rythme, parce que je ne doute pas que ça se passera, mais à quel rythme ce régime va se fracturer entre courants différents, puis entre courants opposés, et dans quelle mesure d'autres moyens de résistance que les manifestations qui sont aujourd'hui mitraillées, simplement mitraillées, à quel rythme d'autres moyens d'action se substitueront à ces manifestations? Peut-être des grèves partielles, peut-être une grève générale, peut-être une paralysie économique du pays, peut-être, je ne sais pas, nobody knows, we'll see, mais ce n'est pas l'intervention magique de l'Union européenne qui est ce qu'elle est aujourd'hui parce que tant de gens, en France comme ailleurs, ont refusé depuis tant d'années l'évidente nécessité qu'elle devienne une puissance politique. Merci. Et on a aussi également beaucoup de questions sur les possibles interventions extérieures et les rôles de chacun dans ce grand théâtre du Moyen-Orient. Quel rôle pour l'Europe? Quel rôle aussi pour une Turquie qui a l'air d'être portée au nu par Trump aujourd'hui, mais qui en fait est une Turquie, nous rappelle Catherine Duperron, également animatrice
et cofondatrice de Shalom Salam, une Turquie qui s'islamise. Donc commençons par la Turquie, puis on viendra ensuite aux autres questions sur les autres acteurs. La Turquie s'islamise. Je ne sais pas, elle s'islamise depuis l'élection d'Erdogan, euh, mais qu'est-ce que ça veut dire s'islamiser? Ça veut dire beaucoup de choses, ça peut vouloir dire beaucoup de choses extraordinairement différentes. Euh, Entre l'islamisme de Daesh et l'islamisme même des frères musulmans, il y a une très grande différence. Entre l'islamisme des frères musulmans et l'islamisme d'Erdogan, il y a une très grande différence. Entre l'islamisme d'Erdogan et celui des talibans, il y a une immense différence. Donc, ne nous focalisons pas sur ce mot qui signifie trop de choses pour signifier quoi que ce soit. Pour signifier un problème, ça c'est certain. Mais pour signifier quoi que ce soit, non. Ça, je ne le crois pas. Ce à quoi on assiste aujourd'hui en Turquie est à une volonté d'affirmation nationale qui s'est appuyée hier sur le rêve ottomaniste, excusez-moi. Vous vous en souvenez, quand la Turquie d'Erdogan rêvait de reconquérir dans les frontières de l'ancien empire ottoman, non pas le pouvoir politique, mais une influence essentiellement économique, mais par ricochet politique, qu'elle avait évidemment perdue. Euh, Ça s'est fracassé, cette ambition néo-ottomane, sur les printemps arabes, très étrangement. Ça peut revenir demain à la faveur d'un véritable changement à Téhéran. En tout cas, c'est ce que Erdogan et ses amis essayeront de jouer. Ils se heurteront évidemment à l'Arabie saoudite, aux Émirats, à l'Égypte, à l'Iran lui-même. Mais tout ça va beaucoup bouger. Tout ça va beaucoup bouger et je ne crois pas qu'aujourd'hui, il faille trop se focaliser sur la Turquie, qui évidemment euh, a des ambitions d'un grand retour dans tout le Proche-Orient. Bon, eh D'autres bien, questions? Oui, avant de passer à l'actualité en Israël et dans cette année électorale, euh, Odile Valette constate que l'ONU semble hors jeu maintenant, en tout cas à Gaza. Et est-ce que l'Europe, avec ses programmes de reconstruction, de développement, est-ce que l'Europe, sur le plan des valeurs et de l'humanitaire, est-ce que l'Europe peut peser aujourd'hui dans le conflit israélo-palestinien, dans la solution à deux États et dans la gestion de Gaza? non, dans la gestion de Gaza, je ne le pense malheureusement pas. Les ONG sont toutes ou à peu près quasiment toutes virées à échéance de 2 mois par le gouvernement de M. Netanyahou. C'est-à-dire que le gouvernement de M. Netanyahou a décidé d'abandonner la population gazaoui au froid, à la famine, à l'absence de tout, simplement de tout, en virant euh, ces ONG, et évidemment que le gouvernement de M. Netanyahou n'ouvrira pas la porte pour autant à des aides européennes. Donc, tant que M. Netanyahou continuera à vouloir tout simplement, comment dire, martyriser la population civile de Gaza, bah, l'Union européenne ne pourra rien faire du tout parce qu'elle ne pourra pas envoyer des parachutistes sur Gaza. Euh, mais en revanche, l'Union européenne peut, et elle commence à le faire, et elle a commencé à le faire par certains de ses États. Je sais que ça n'a pas plu à tout le monde en Israël, mais moi j'en étais un grand partisan. euh,
reconnaître l'État palestinien, c'est-à-dire dire très clairement que même si aujourd'hui cet État n'existe pas, et n'existera pas avant un certain temps, et n'existera pas avant un certain temps, il faut poser le fait politique que un État palestinien doit exister, afin que le jour où des négociations se rouvriront, et souhaitons que ce soit le plus rapidement possible, ou le moins dans le moins dans un temps le moins long possible, euh, le débat ne soit pas est-ce qu'il faut créer un État palestinien, mais dans quelles frontières il faut le créer. Avec quel accord de sécurité avec Israël? Avec quels accords commerciaux avec Israël? Avec quelle dynamique confédérale? Avec quelles règles de sécurité, etc. Mais ne perdons plus de temps. Et c'est pour ça que j'applaudis à la décision du président de la République française de reconnaître un État palestinien. Ne perdons plus de temps à débattre sur est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas. Évidemment qu'il faudra. Et il faut le faire. Euh, Pardon, excuse-moi, je pense que tu es sur mute, Michel. Moi, j'ai un problème, c'est que je n'ai plus qu'une toute petite image et je n'ose pas toucher quoi que ce soit parce que j'ai peur de tout couper. Bon, on Il va nous reste rester sur la petite effectivement, image. il nous reste 4 minutes, alors je suis Oui. désolée, mais je n'ai pas pu pousser toutes les Non, mais questions. on dépassera un peu, mais peux-tu, Anne, s'il te plaît, nous donner les questions qui restent, Alors, une peut-être partie les des questions, résumer, on et les a Bernard déjà. répondra rapidement. Merci. Alors, comme on a déjà abordé une partie des questions, je vais les laisser de côté, même si elles ont reçu des réponses partielles. Edith Béguin nous demande de ne pas omettre de parler de l'expansion des colonies. Et justement, par rapport à ce que vous disiez, la solution aux deux États et aux modalités, est-ce qu'on n'est pas en train de laisser se créer une situation inextricable, encore plus insupportable et encore plus ingérable aujourd'hui au niveau de ce qui se passe euh, dans certaines parties de l'autorité palestinienne et dans les colonies? Bah, la réponse est malheureusement évidemment oui. La réponse est évidemment oui, malheureusement oui. Pourquoi? Parce que beaucoup de dirigeants israéliens le veulent. Et le veulent parce que ils veulent qu'un jour l'ensemble de la Cisjordanie, qu'ils appellent la Judée-Samarie, devienne partie intégrante du territoire israélien. Je pense que ça ne se fera pas. Je pense que ça ne se fera pas parce que ni les Américains, ni les Européens, ni les monarchies du Golfe ne le laisseront faire. Euh, et que cette politique est absolument absurde. Je pense aussi, je vais peut-être surprendre beaucoup d'entre vous, je pense aussi que un jour la Cisjordanie sera un élément ou l'élément essentiel d'un État palestinien, un jour, je ne sais pas quand, mais un jour, et que ce jour-là, il ne s'agira pas forcément d'expulser euh, les colons israéliens. Écoutez, après tout, il y a une population arabe en Israël, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une population juive en Palestine? Si ces colons ne veulent pas rester en Palestine, libres à eux de partir et de retourner en Israël, s'ils peuvent envisager d'être résidents étrangers en Palestine, ben, pourquoi pas? S'ils veulent envisager de prendre la nationalité palestinienne, comme il y a des Arabes qui ont la nationalité israélienne, pourquoi pas non plus? Nobody knows, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce que je sais en revanche, c'est que la présence des colonies ne sera pas forcément un obstacle insurmontable au fait que la Cisjordanie devienne l'élément essentiel d'un futur État palestinien. Anne, encore les dernières questions. Oh, et alors c'est très difficile de choisir, donc je prie vraiment nos auditeurs de nous excuser de ne pas pouvoir mentionner aussi vos réactions
Vous avez rencontré ici beaucoup de personnalités, Bernard. Est-ce que certaines vous ont donné plus d'espoir que d'autres? Euh, Jacqueline London demande quelle personnalité vous voyez côté arabe, côté juif, ou même à l'extérieur d'Israël, à l'extérieur de Palestine, pour porter ce nouveau souffle indispensable. Je- Pardon de décevoir cette dame, je ne vais pas donner des noms. Ça ne serait pas bien. Euh, mais en revanche, je vais vous dire que il y a énormément de gens parmi la population, les populations juives et arabes d'Israël, parmi les populations palestiniennes, de Gaza, de Cisjordanie, de l'étranger, naturellement, qui sont porteuses d'un espoir, qui sont porteuses d'une volonté de dialogue et d'un réalisme. Euh, et je ne crois pas que aujourd'hui la situation se dégrade. Je crois que, au contraire, nous sortons du noir absolu euh, pour voir les premiers rayons de lumière euh, qui, euh, qui viennent tout simplement d'un réalisme, qui viennent tous, aussi d'un idéalisme, bien sûr, mais qui viennent profondément d'un réalisme. Il faut sortir de cette situation pour rester poli. Il faut sortir de cette situation pour rester poli. Il ne faut pas permettre qu'un nouveau siècle de guerre judéo-arabe s'ouvre et se perpétue. Ça, ce n'est pas possible. On voit que les gens commencent à partir, mais il reste encore beaucoup. Trois dernières questions, rapidement, Anne, parce qu'on ne peut pas frustrer les gens qui ont posé des questions. Et voilà, on va prendre quelques minutes supplémentaires. Anne, Euh, il y a une question qui m'interpelle. Je ne sais pas si c'est à Bernard de répondre ou peut-être à Emmanuel ou à Amir. Euh, Est-ce que pour les prochaines élections en Israël, je suppose parce que la personne Asaf Leibovitch ne précise pas si c'est en Israël ou ailleurs, mais les élections de 2026, je suppose que c'est en Israël, est-ce qu'on ne devrait pas demander à l'Europe de nous aider à les superviser afin qu'elles soient clean? Écoutez, demandez, on verra. Emmanuel, Amir, vous Emmanuel pouvez. et Damir. Oui, moi je pourrais parler là-dessus. Je vais juste dire que avant-hier, j'ai déjà eu un meeting concernant ça parce qu'il y a pas mal de gens ici en Israël qui craignent de deux côtés, du côté arabe comme du côté juif, que les élections ne vont pas se tenir de la manière la plus honnête et démocratique qu'elle devrait l'être. Je peux vous dire qu'il y a une très grande organisation de la part de ce qu'on appelle les frères aux armes, Achim Laneshek, qui sont en train de travailler là-dessus dans une envergure nationale, c'est-à-dire de voir, de repérer tous les lieux qui pourront éventuellement avoir des grands problèmes concernant les urnes et les électeurs, et surtout sur les électeurs arabes qui vont participer aux élections ou ne pas participer aux élections, notamment même au Negev, là où il y a beaucoup plus de problèmes pour accéder à des urnes et à pratiquer leur droit de vote. Et oui, on est en train de parler de ça aussi au sein des villes mixtes, c'est-à-dire des villes où il y a des Arabes et des Juifs ensemble, que ce soit à Jaffa, Haïfa, Lod, Acre, ainsi de suite. Et oui, c'est une question, c'est une vraie question qui nous perturbe et qu'on devrait voir comment est-ce qu'on fait pour dépasser les élections d'une manière la plus démocratique et la plus nette possible. Puisque Oui. l'une des inquiétudes qui a été exprimée par plusieurs intervenants à Givat Viva, c'est de voir que le vote arabe se sente le droit de s'exprimer et ne Mhm. soit pas intimidé, Mhm. empêché d'arriver jusqu'à l'urne, sachant que ça représente à peu près 20% potentiellement de l'électorat, mais que souvent, moins de 50% s'expriment. On pense Emmanuel. C'est vrai, bah. Emmanuel sur les élections. Je pense très brièvement que tous les mécanismes en Israël existent pour s'assurer que les élections se passent de façon honnête et légale.
et qu'au niveau du vote arabe, les efforts faits par les gens qui veulent décourager l'électorat arabe de voter, c'est pas, alors oui, les intimider, les empêcher d'arriver aux urnes, mais il y a de manière générale et traditionnelle depuis des dizaines d'années un taux de participation au sein de la communauté arabe qui est largement plus bas que celui de la population générale. Donc il y a un réel effort de gens comme Ayman Oudeh, mais pas seulement, pour augmenter la participation de l'électorat arabe. Du côté de Netanyahou, ce serait plutôt d'essayer de faire en sorte de disqualifier certains candidats arabes. Et là, ça forcément rendrait leur force électorale beaucoup plus moindre. Et donc, ça pourrait désavantager une coalition de l'opposition qui se retrouvait de toutes les façons obligée d'avoir un accord avec les partis arabes. Et ce qui est pour l'instant, à mon avis, regrettable, c'est que le discours, que ce soit du côté de la coalition, donc la coalition rejette complètement de façon officielle de faire une coalition avec des partis arabes. On sait bien que Netanyahou, au moment où il a besoin, il fera ce qu'il devra faire. Mais du côté de l'opposition, qui pourrait se proposer comme une alternative idéologique, il y a énormément de voix qui s'opposent aussi idéologiquement à un accord avec les partis arabes et qui le conçoivent uniquement dans une ambition stratégique, un besoin de coalition. Donc, ce sont des discours qui sont tenus en ce moment à cause des élections. Si je peux me permettre, juste peut-être répondre à la question de Martine Cohen très rapidement sur les positions des alliés de Netanyahou dans la coalition sur la possibilité qu'Israël attaque l'Iran. Parce qu'il y a des sondages actuels. C'est intéressant de remarquer que au sein de la coalition, au niveau des chiffres, il a un soutien. Plus de 60% des électeurs de la coalition sont favorables à une attaque en Iran actuellement. Mais quand on regarde les chiffres dans la population générale, c'est complètement partagé. C'est 42%, 42%. Au sein de l'opposition, 62% sont opposés à une nouvelle attaque en Iran. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'aujourd'hui, des échanges que j'ai eus avec non seulement des sources au sein du gouvernement, mais aussi au sein de l'armée, ne parlent absolument pas d'attaque, mais de riposte défensive possible. C'est-à-dire qu'en fait, le scénario qui est envisagé aujourd'hui en Israël, c'est que si il y avait une mauvaise calculation et que l'Iran se retrouvait dans la situation de décider d'attaquer en pensant que peut-être Israël était sur le point d'attaquer, là, Israël dit, nous riposterons immédiatement. Mais selon les estimations des experts et de la question aujourd'hui, on a l'impression que l'envie d'Israël qui était d'attaquer en Iran pour peut-être affaiblir le programme de missiles balistiques qui est en train d'être reconstruit en Iran selon ce que Netanyahou présente à Donald Trump lors de leur rencontre il y a 10 jours à Mar-a-Lago, cette envie est un petit peu écartée puisque la situation interne en Iran, en fait, en Israël, on a très peur de gâcher, comme il a été dit par Ehud Barak, l'ancien Premier ministre, sur un plateau de télé ce week-end, de gâcher les acquis non seulement de la guerre des 12 jours, mais en plus de ce qui pourrait se passer aujourd'hui en Iran, en intervenant et en fait en encourageant la population iranienne à se regrouper sous le drapeau, donc en disant, OK, on n'aime pas notre régime, mais on n'a certainement pas envie qu'Israël se mêle de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, pour résumer tout ça, Israël, en tout cas officiellement, n'a pas l'intention pour l'instant d'attaquer l'Iran. Est-ce que ça peut arriver parce que la situation est très 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 fragile et qu'il peut y avoir une mauvaise calculation des deux côtés? Oui, c'est tout à fait possible. Juste, je voudrais ajouter quelque chose. Ce à quoi nous avons assisté avec Bernard l'autre jour, et avec Anne et avec d'autres à Givat Raviva, c'est quand même euh, l'esquisse d'une alliance entre le parti des démocrates, et Oui, les partis arabes. Et c'était flagrant physiquement. Ils se sont pris dans les bras et ils tout à avaient fait. tous le même discours d'unité pour aller vers une nouvelle coalition qui éliminerait Netanyahou et l'extrême droite. Et les deux faits importants quand même s'il faut les relativiser, de ces derniers mois, c'est quand même la reconstitution d'un parti de gauche en Israël. La gauche était au bord de la disparition électorale avec 4 sièges, je crois, aux dernières élections de 2022. Hein. Et là, la gauche, avec le parti Les Démocrates qui réunit les travaillistes et le Meretz, a retrouvé un leader, a retrouvé un certain souffle. On lui donne entre 10 et 12 sièges dans les sondages. C'est bien loin de ce qu'avait le Parti travailliste à la grande époque, même il y a encore 10 ou 15 ans. Mais le Parti démocrate
a sorti la gauche de l'étouffement et de la disparition. Ça, c'est important. Les leaders de la contestation, parce qu'il y a une contestation dans les rues chaque samedi depuis 3 ans. Les leaders de la contestation ont rejoint ce mouvement, ont rejoint ce parti. Et puis, on avait quand même ce sentiment d'une main tendue de la part des partis arabes et du parti Les Démocrates l'autre jour à Givat Aviva. Donc ça, c'est un élément intéressant que Bernard a pu vivre en direct. L'autre chose que je voudrais dire, mais ça sera un autre débat, mais je soumets ça à la réflexion de Bernard, l'Iran, c'est quand même un pays charnière entre les deux grands conflits, les deux guerres qui polarisent notre attention depuis 4 ans, la guerre en Ukraine et la guerre en Israël et Gaza. Et l'affaiblissement du régime iranien, c'est quelque chose qui aura des conséquences sur le Moyen-Orient, mais qui aura des conséquences aussi sur son allié, la Russie et la Chine, puisque l'Iran fait partie de cet acte et militairement joue un rôle en Ukraine. Donc ce sont des éléments sur lesquels on ne peut pas se prononcer, mais je pense que ça alimentera d'autres webinaires. Alors, comme nous sommes obligés de terminer ce webinaire, parce que il faut respecter le temps, parce qu'autrement les gens s'en vont et c'est pas correct par rapport aux gens auprès desquels on s'est engagé à durer 1 heure et demie. Je voudrais dire que le débat va continuer puisque nous avons maintenant une newsletter. Donc, un certain nombre de gens, mais il n'y en a plus beaucoup finalement, qui n'ont pas pu poser leurs questions, puisque Anne a fait preuve d'esprit de synthèse et a regroupé les questions. Vous pouvez nous écrire. Vous savez, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà reçu la newsletter de Shalom Salam. 2500 personnes l'ont reçue. Plusieurs dizaines de personnes, alors pour l'instant, on l'envoie gratuitement, mais plusieurs dizaines de personnes se sont abonnées déjà depuis quelques semaines. On va publier le 4e numéro cette semaine. Et donc, nous proposons maintenant non seulement un webinaire mensuel, mais 3 newsletters hebdomadaires dans lesquels nous allons consacrer des pages, le nombre de pages qu'il faudra au débat, et donc non pas le débat comme sur les réseaux sociaux où les gens envoient des insultes, des réactions émotionnelles, mais si vous avez des réactions à cette soirée, des interventions structurées, qui ne dépassent pas une page, qui ne dépassent pas 800 signes, 1000 signes, 1500 signes, envoyez-les nous et nous les publierons. Donc ça, c'est une démarche, une proposition très, très sérieuse et nous en avons besoin. Peut-être 2 mots de la part de Pierre Ramon, qui était le nouveau venu dans nos webinaires. Pierre, qu'est-ce que vous en avez pensé? D'ailleurs, je vous remercie, Michel, je vous remercie Bernard Guetta et également Emmanuel et Anne. J'ai trouvé le format passionnant et je tiens à vous dire à la fois Bernard et Michel et puis Shalom Salam que sur les propos que vous avez tenus sur la nécessité, disons, d'adopter une position rationnelle qui, même si sur le court terme semble impossible, mais sur le long terme semble, disons, inévitable, est très à la fois rafraîchissante et salutaire dans la période qu'on traverse où on est également beaucoup plongé nous-mêmes en tant que revue dans parfois dans le doute, le pessimisme, l'inquiétude, mais on essaye aussi d'imaginer à 5, 10, 20, 40 ou 50 ans, bah, un monde qui sera peut-être en partie meilleur, en partie pire. Et donc, c'est pour ça qu'on est très heureux d'être associé à cette initiative aujourd'hui et à continuer de l'être à l'avenir, parce que c'est nécessaire, même si c'est pas le cœur de notre activité. Enfin, cette question en particulier fait Oh, quand partie des même. grandes questions que je traite, mais c'est bien sûr, si on peut l'accompagner et la favoriser, ce serait avec plaisir et intérêt. Et donc, vous retrouverez des extraits de cette intervention de Bernard Guetta et de ce webinaire dans le Grand Continent, pas forcément l'intégralité, et dans notre newsletter, et aussi dans notre newsletter, les différentes interventions des responsables politiques israéliens, et aussi des gens de la société civile juive et arabe en Israël, de Givat Aviva, tout ça dans la newsletter qui paraîtra vendredi prochain. Bernard, le mot de la fin. Quand je Le dis le mot, mot de la le fin, mot de c'est la fin, le mot de la fin, il est très simple. C'est un seul mot, c'est merci. Merci à vous tous parce que j'ai été formidablement encouragé et parfois ému par le déroulement de ce débat qui, je pense, est prometteur. Donc, merci à vous tous. Alors, je vais vous dire, moi, je n'ai jamais été bon en maths. Donc, je suis très impressionné quand un grand mathématicien suit notre webinaire. Et là, on a un message de Cédric Villani, grand mathématicien Ah oui? et homme politique engagé.
il envoie ce message qui n'est pas très confidentiel, je peux le rendre public. Grand numéro de notre ami Bernard pour ce séminaire exceptionnel. Alors, bravo. Alors, la modestie m'inciterait à dire bravo Shalom Salam, mais il a dit bravo Michel. Mais il voulait dire bravo Shalom Salam. Bien Donc, sûr, on a compris. bravo à Amir, bravo à Emmanuel, bravo à Anne, bravo à Pierre, bravo à Bernard et bravo à Mathieu, qui est dans la coulisse et qui organise et réalise ce webinaire. Alors maintenant, on va se retrouver tous les mois. Et puis, entre-temps, la newsletter, le groupe WhatsApp, et puis des réunions aussi, comme on en a fait ici, comme on en a fait à Jérusalem, et comme on en fera aussi à Paris et au Maroc. Et à Jaffa. Et à Jaffa. Voilà. À très bientôt, les amis. À bientôt Bye à bye. tous. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.